Bonjour Monsieur Mbello. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbello, au cours de sa première comparution à La Haye devant la Cour pénale internationale, une semaine après sa reddition surprise à Kigali, Bosco Ntaganda a clamé son innocence. Est-ce une ligne de défense qui vous paraît crédible? Monsieur Etienne Ngandou, avant qu'il n'aille à la Cour pénale internationale de La Haye, Monsieur Bosco Ntaganda est passé par Kigali et par l'ambassade des États-Unis. Je vous rappelle que la guerre de basse intensité qui sévit dans notre pays nous est menée par les États-Unis et leurs alliés, les Britanniques et les autres, qui instrumentalisent le Rwanda, l'Ouganda et plus ou moins le Burundi, avec quelques Congolais qui font partie des élites compradors, mais aussi avec les infiltrés des pays voisins qui opèrent au sein des institutions congolaises. Je vous ai dit, lors de notre dernière émission, que cette guerre de basse intensité est aussi une guerre de la politique et de la justice internationale. Et je reprenais là plus ou moins le titre du livre de Florence Hartmann, Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Pour vous dire qu'il n'y a rien à attendre de ce cinéma-là. Vous comprenez qu'un certain compatriote, avec son association, M. Benjamin Kalombo, avec son APRODEC, soit très très mal à l'aise devant le traitement réservé au cas Ntaganda. Mais ce traitement ne devrait pas nous surprendre outre mesure pour la pure et simple raison que la guerre qui se mène au Congo est une guerre secrète de la politique et de la justice internationale. Il n'y a aucune crédibilité à accorder au cinéma dans lequel Ntaganda est impliqué depuis sa fuite du Congo par Kigali et l'ambassade des États-Unis. Et c'est en Kinyarwanda qu'il a affirmé ceci. J'ai été informé de ces crimes, mais je plaide non coupable. Monsieur Mbello, le fait que Ntaganda choisisse cette langue, le Kinyarwanda, est-ce que cela pose-t-il problème? Mais bon, à mon avis, nous sommes de plus en plus placés devant des questions secondaires, des questions auxquelles nous avions déjà trouvé des solutions il y a très longtemps, en parlant du mode opératoire de ceux qui instrumentalisent les Tutsis, que ce soit les Tutsis congolais ou les Tutsis rwandais, pour pouvoir infiltrer nos institutions et les affaiblir de l'intérieur. Je vous rappelle que M. Bosco Ntaganda, comme d'autres Tutsis rwandais et congolais, a été membre du Front patriotique rwandais et il n'a jamais, rassurez-vous, qu'il ne pouvait pas faire partie du Front patriotique rwandais sans qu'il ait des racines rwandaises affirmées, comme M. Nkunda, comme M. Joseph Kabila, comme M. Jules Mutebutsi, comme bien d'autres qui ont opéré au sein du Front patriotique rwandais et qui se sont retrouvés avec la guerre de basse intensité au cours de laquelle l'AFDL a joué un rôle suffisamment important. Tous ces messieurs-là ont été instrumentalisés pour infiltrer nos institutions et les fragiliser de l'intérieur, pour contribuer à l'orchestration du chaos ordonné par le capitalisme sauvage et poursuivre le pillage de nos matières premières et la violence qui en est le soubassement. Très bien. À propos de la procédure elle-même entamée à la CPI, un de nos compatriotes qui écrit sur nos forats affirme ceci: les dés sont pipés d'avance.
Tanganda avait été préparé pour se payer la tête de l'opinion internationale afin de renier l'implication du Rwanda dans les génocides congolais. Justement parce que cela gêne les commanditaires qui sont Kagame dans cette histoire. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Non, Kagame n'est pas le commanditaire. Kagame, c'est une marionnette. Les commanditaires, ce sont les élites dominantes anglo-saxonnes. Kagame, c'est une marionnette comme Museveni, comme Kabila, comme bien d'autres. Tanganda, monsieur Etienne Ngandou, je vous renvoie de temps en temps à un petit film qu'on s'est retrouvé facilement sur le site Ingeta. Le film est intitulé Le conflit au Congo, la vérité dévoilée. Ce film-là, ce petit documentaire est tellement clair que plusieurs d'entre nous qui n'ont pas eu la chance de pouvoir le suivre du début à la fin ne comprennent pas comment tous ces messieurs-là sont instrumentalisés par un pays qui affirme la main sur le cœur que le Congo a fait sa puissance économique et son pouvoir politique et qu'il ne peut en aucun cas pouvoir lâcher le Congo. Dès qu'on n'a pas cela en vue, on ne comprend pas les orientations politiques, géostratégiques et géopolitiques de ce pays. Pour ne pas le citer, les États-Unis d'Amérique. Et je vous renvoie encore une fois au livre que nous venions de publier il n'y a pas très longtemps et qui est sur le marché pour le moment, RDC et face à la balkanisation et à l'implosion. Donc, quand on lit ce livre-là, calmement, posément, on se rend compte que ce monsieur qui dit que les dés sont pipés à l'avance a raison, mais à condition qu'il puisse revoir son approche des commanditaires de la guerre de basse intensité. Ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda de Paul Kagame est une marionnette. Kagame n'a aucune effectivité du pouvoir. Je vous renvoie encore une fois au livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres des grandes puissances en Afrique, et une explication donnée par qui c'est le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, à Pierre Péan, l'avait aidé à comprendre davantage que Kagame n'était qu'une marionnette soutenue par les puissances extérieures, surtout les puissances anglo-saxonnes. Toujours à propos de cette même procédure à la haie, on a comme l'impression que la CPI tente de séparer Tanganda du Rwanda pour confirmer que la rébellion ou les rébellions au Congo sont une affaire congolaise. Puisque j'en veux pour preuve, par exemple, la CPI écrit sur son site que, le 22 mars 2003, Bosco Tanganda, citoyen congolais, s'est rendu volontairement à la cour et est actuellement en détention. Pourtant, certains racontent que dans les 2 mandats qui ont été émis, il a été dit qu'il était citoyen d'origine rwandaise. Oui, mais le fait que le gouvernement usurpateur du Congo ait accepté de mener des pourparlers à Kampala avec le M23 a permis que l'Ouganda et le Rwanda se dédonnent de leur implication dans cette guerre-là. Aujourd'hui, l'Ouganda et le Rwanda font partie des pays impliqués dans la recherche de solutions à ce qu'on appelle abusivement le conflit congolais. Vous voyez? Donc c'est avec la complicité du gouvernement usurpateur du Congo que cette donne juridique judiciaire est en train de changer. Mais c'est en train de changer mensongèrement. C'est une façon pas simplement de couvrir les marionnettes, mais de couvrir les véritables acteurs, ce que nous appelons depuis tout un temps les acteurs pléniers de la guerre de basse intensité qui sévit dans notre pays depuis bientôt 2 décennies. Très bien. Mwamba Chibangu, qui a écrit également sur le même sujet cette semaine, se pose la question Tanganda, congolais ou rwandais, les cas patents de la citoyenneté flottante
hein, et d'ajouter qu'il est évident qu'occulter la nationalité de départ ou ne pas l'assumer officiellement est gravissime. Tout compte fait, ces vices étaient la base de tous les désordres organisés et programmés qui se consomment à l'est de la République, particulièrement au Nord Kivu, depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne dirais pas que c'est le vice qui est à la base. Hein? Ce qui est à la base, c'est que une guerre a été conçue pour piller le Congo et le conduire à son implosion. Mais maintenant, dans la façon dont cette guerre est menée, il y a la question de l'identité qui n'a pas pu trouver sa solution. Rappelez-vous que après le référendum de 2005, en 2006, il y a eu des élections sans que le recensement ait été fait pour qu'on puisse savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Rappelez-vous que quand le premier gouvernement a été formé, ou plutôt quand il y a eu la première assemblée nationale après les élections bidons de 2006, la question de la double nationalité a été posée et cette question n'a jamais trouvé de réponse. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est M. Vital Kamerhe qui était président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, la question a été d'abord abordée quand Olivier Kamitatou était président de l'Assemblée nationale, et même quand Vital Kamerhe est devenu président de l'Assemblée nationale, cette question n'a jamais eu de réponse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce flou subsiste pour qu'il y ait un va-et-vient entre le Congo et le Rwanda, et que le Rwanda essaye de déverser le trop-plein de sa population chez nous. Hein? Ne nous voilons pas la face en oubliant que le Rwanda est un petit pays qui a une forte densité de sa population et qui lutte à travers cette guerre de basse intensité pour pouvoir s'en débarrasser le plus possible. N'oubliez pas que de plus en plus au Rwanda, on pratique la vasectomie pour éviter que les Rwandais ne deviennent de plus en plus nombreux parce que l'espace est limité. Donc, maintenir cette identité flottante permet de créer un flou du point de vue de l'identité des acteurs et des marionnettes impliqués dans cette guerre de basse intensité. C'est ainsi que vous en retrouvez plein dans notre armée et ayant des titres, des grades très élevés, parce que le flou entretenu profite au Rwanda et aux autres pays limitrophes qui ont juré de pouvoir posséder notre pays pour mieux servir les intérêts de leurs parents. Et cette guerre-là va se poursuivre, et elle va se poursuivre de plus belle. Un mot sur la CPI elle-même et la procédure qui a été ouverte contre Bosco Ntaganda. Il semble qu'elle se limite uniquement à 2002 et 2003. Et d'aucuns se posent déjà des questions de savoir si réellement justice sera dite dans cette affaire. Est-ce que vous pensez réellement que toute la vérité sera dite ou bien c'est juste Bosco Ntaganda a été sacrifié pour épargner le Rwanda? Du moment que nous soutenons avec Florence Hartmann et sa patronne, son ex-patronne Carla Del Ponte a fait la même expérience, du moment que nous soutenons avec ces deux dames que les guerres secrètes sont aussi les guerres de la politique et de la justice internationale, nous n'avons pas grand-chose à attendre de la Cour pénale internationale de la Haye, qui est une fabrication, une création du Conseil de sécurité dominé par les élites anglo-saxonnes qui font la guerre au Congo. Donc, j'ai l'impression qu'à un certain moment, nous nous mettons à rêver. Nous nous mettons à rêver en nous disant, oui, cette fois-ci, c'est la bonne. Maintenant que Bosco Ntaganda est allé à la Haye, il va essayer de dénoncer tous ses complices. Non. C'est un jeu dans lequel nous sommes attirés pour que nous puissions
effectivement nous mettre à rêver et nous dire, ah bon, enfin, la fameuse communauté internationale a compris que nous avons beaucoup pleuré, que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Maintenant, les coupables vont être jugés. Or, si nous tombons dans cette illusion, comme plusieurs d'entre nous y sont déjà tombés, nous allons accepter que la guerre se poursuive parce que c'était un piège qui nous est tendu par les commanditaires de la guerre pour que nous puissions croire qu'ils ont de bonnes intentions à notre endroit. Or, ils sont cyniques. Ils peuvent reculer, comme le dit France Fanon, mais ils ne se convertissent jamais. Et puis, n'oublions pas que cette guerre dans laquelle les Bosco Tanganda et tous les autres sont impliqués, c'est une guerre orchestrée par les petites mains du capitalisme sauvage. Et le capitalisme sauvage et ses petites mains ne nous comptent pas parmi les humains. Nous sommes des sous-hommes. Cette sous-hominisation des peuples, cette sous-hominisation fait partie du processus raciste qui permet qu'on tue les sous-humains, les sous-hommes, avec beaucoup de cynisme et sans aucun remords. Mais ce sont des petites choses que nous oublions parce que notre imaginaire a été tellement violé que nous ne pensons pas à approfondir les mécanismes de sous-humanisation par lesquels passe le capitalisme sauvage pour détruire les pays, pour détruire les vies, pour avoir accès et davantage aux matières premières stratégiques, ainsi faire du profit, sans que les vies humaines qu'il met, le capitalisme sauvage, qu'il met dans les dégâts collatéraux, puissent importer pour lui. Mais bon, c'est pénible de le dire, mais nous n'approfondissons pas ces questions-là. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la jubilation avec laquelle le processus entamé dernièrement par la MONUSCO est acclamé, applaudi par ceux qui nous restent encore de la classe politique congolaise. C'est à en pleurer. On ne peut pas comprendre qu'un peuple puisse tomber si bas dans l'ignorance, et dans une ignorance grâce à travers une élite comprador et vénale. Très bien, pour finir sur cette affaire, un mot sur l'actuel procureur de la CPI. C'est Madame Fatou Bensaoula, de nationalité gambienne. Monsieur Mbelou, cela pose la question sur les rôles des Africains dans les institutions internationales. Je vais caricaturer un peu, mais ne sont-ils pas là pour servir des capitaux ou des chefs médaillés de la colonisation? Il y a un ami que j'aime bien, je ne cite pas son nom, qui me disait, si tu vois un nègre applaudi par les blancs, dis-toi, il a trahi son peuple. Je crois que sans que nous jouissions, nous, nègres, de la souveraineté dans nos pays, dès que nous sommes applaudis par l'élite dominante qui nous fait la guerre en permanence, c'est que quelque part, nous avons trahi notre peuple, le peuple africain. Très bien. Toute autre chose, le ministre britannique des Affaires étrangères, M. William Hague, était cette semaine à Kigali, où il a été reçu par Paul Kagame. M. Mbelou, il est rare que les ministres de ces rangs se rendent en Afrique. Le plus souvent, ce sont les responsables des départements Afrique de ces pays qui visitent les continents. Pourquoi les Rwandais bénéficient-ils de cette faveur, entre guillemets? Parce que le Rwanda est une marionnette de la guerre de basse intensité soutenue par l'élite anglo-saxonne. Ça s'explique très facilement et très simplement.
Très bien. Les Nations Unies ont lancé le mercredi 27 décembre à la RDC un dernier ultimatum sur d'une semaine pour agir contre les soldats des 2 bataillons des forces armées accusés d'avoir commis au moins 126 viols en novembre dernier à Minova, alors qu'ils s'est replié face à l'avance des rebelles du M23. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a répondu en affirmant que la justice congolaise a déjà entamé des poursuites judiciaires contre les militaires accusés de viol à Minova et de déplorer ce qu'il qualifie d'interférence des partenaires dans les actions judiciaires initiées par les autorités congolaises. Monsieur Mbelou, dans toute cette affaire, on a comme l'impression, on a un gouvernement qui manque totalement de légitimité puisque il est régulièrement soumis aux ultimatums qui viennent de l'extérieur. Et ce ne sont pas les gesticulations de Lambert Mende qui vont changer quelque chose à cela. Il n'y a pas de gouvernement au Congo, ce sont des capitaines médaillés. Et quand ils parlent comme ça, voyez-vous, ils parlent tout en applaudissant l'arrivée de la brigade onusienne chez nous. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui n'est pas très conséquent avec ses parrains. On ne peut pas, d'une part, accepter d'être sous la tutelle de l'ONU pendant bientôt plus de 10 ans, et d'autre part, demander à ceux qui maintiennent l'ONU chez nous de ne pas interférer dans nos affaires intérieures. Nous n'avons pas d'affaires intérieures. Nous avons un pays sous tutelle et sous occupation, et ce sont les maîtres de ce pays-là qui commandent de l'extérieur. Et M. Mende n'a qu'à se soumettre. Il peut oser lever le ton pour amuser la galerie, mais au fond de lui-même, il sait qu'il n'a aucune effectivité du pouvoir et qui dépend de l'extérieur. C'est cet extérieur qui le nourrit, qui le maintient au poste où il est aujourd'hui. Demain, quand ceux qu'il appelle les partenaires, ce ne sont pas des partenaires. C'est un abus de langage. Ce sont les maîtres des capitaines médaillés, parmi lesquels on compte M. Lambert Mende. Alors demain, quand les maîtres... Mais M. Mbelou, oui. Qu'un pays souverain soit soumis publiquement à de telles humiliations, ces cas d'ultimatum répétitifs, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? On a comme l'impression que dans ce pays-là, il n'y a pas d'institutions respectables. Mais nous ne sommes pas un pays souverain. Où est-ce que vous voyez la souveraineté chez nous là? Il n'y a pas de souveraineté. Nous ne sommes même pas un pays, je vous le disais encore la fois dernière. Non, nous ne jouissons d'aucune souveraineté. Sur quel problème, sur quelle question sérieuse arrivons-nous à décider de nous-mêmes? Depuis que l'ONU est là, même bien avant, nous ne décidons de rien. Et même quand il arrive que le gouvernement usurpateur en place participe à certaines décisions, notre peuple n'en sait absolument rien. Non, et notre lutte et la guerre se mène à ce niveau-là. Pouvons-nous nous émanciper des forces impérialistes et néocolonialistes? Pouvons-nous nous émanciper des forces du marché et de la finance internationale? Pouvons-nous devenir réellement souverains de façon que nous puissions décider de l'orientation à donner à nos actions en politique, en diplomatie, en économie, en éducation, en santé, etc. Non, nous ne décidons de rien. Nous décidons de rien. Et ces messieurs-là, de temps en temps, ils prennent la parole pour donner l'impression que nous sommes quelque part souverains. Nous ne sommes pas un pays souverain. Nous sommes un pays sous néocolonisation. Nous sommes une néocolonie des élites anglo-saxonnes que nous appelons abusivement la communauté internationale. Très bien. Alors que les mandats de la MONUSCO viennent d'être prolongés d'une nouvelle année, la majorité et l'opposition congolaise saluent la résolution dès 1098 des Nations Unies créant une brigade d'intervention de la MONUSCO qui devra neutraliser les groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Monsieur Mbelou, on a là une énième initiative
tendant à apporter une solution au problème. Pensez-vous que cette nouvelle proposition de cette brigade mettra fin à l'insécurité qui règne à l'est du pays? Quand les pays africains ont voulu former cette brigade-là, sans l'interférence des Nations Unies, les Américains ont refusé. Alors, remontons dans notre histoire. Remontons dans notre histoire. Ce qui est malheureux, c'est de voir ce que vous appelez majorité et opposition à l'Assemblée nationale, mais jamais faire allusion à notre histoire. Lors de la sécession du Katanga, Lumumba avait insisté pour que on puisse l'aider à mettre fin à cette sécession-là. Il avait cherché à avoir l'appui de l'ONU déjà dans les années 60. Cet appui-là ne lui avait pas été donné. Et quand l'ONU a fait semblant de pouvoir répondre à l'appel de Lumumba en associant certains pays africains à cette initiative pour pouvoir mettre fin à la sécession katangaise, cela n'a pas été fait. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est déjà passé chez nous vers les années 60. Parce que les pays africains qui ont dû participer à l'action de l'ONU ne l'ont pas fait en marge du contrôle de l'ONU. Et je vous renvoie à la page 877 des œuvres de Frantz Fanon, publiées dernièrement par Les Points. Je vais vous en lire un extrait. Notre tort, à nous, Africains, est d'avoir oublié que l'ennemi ne recule jamais sincèrement. Il ne comprend jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas. L'arme au pied, les troupes africaines, elles ont assisté sans réagir parce que troupes de l'ONU à la déségrégation d'un État ou d'une nation que l'Afrique entière avait pourtant salué et chanté. Une honte. C'est pour vous dire que ce qui va se passer maintenant chez nous risque d'être la même chose que ce qui s'est passé en 60. Ce qui va se passer chez nous, c'est que la guerre pour la balkanisation et l'implosion du Congo va continuer de plus belle avec la complicité de l'ONU. N'oublions surtout pas que l'ONU est un instrument entre les mains de l'élite dominante anglo-saxonne dans les guerres qu'elle mène à travers le monde. Mais il y a plus. Je vous renvoie au dernier numéro du Monde diplomatique de ce mois d'avril. Je vous renvoie à la page 18. Le titre de l'article est le suivant: les Nations Unies sous le charme du privé. Ce qui est en train de se passer chez nous, c'est quoi? C'est une façon de nous bluffer pour que les intérêts de l'élite dominante anglo-saxonne puissent l'emporter sur les nôtres et que ces entreprises financières ces entreprises financières privées qui financent les objectifs de l'ONU soient davantage servies. Mais on est en train de manipuler ce qui nous reste encore d'élite comprador ou d'élite politique vénale, qui ne comprend rien aux enjeux réels de ce qui se passe dans notre pays. Il applaudit, mais il ne fait aucune référence ni à l'histoire, ni à la géopolitique mondiale, ni à la géostratégie mondiale dominée encore un peu par l'élite anglo-saxonne sous le déclin. Quand l'ONU est chez nous vers les années 60-61, Lumumba, qui avait été élu légitimement et qui avait constitué un gouvernement légitime au Congo, n'a pas été soutenu.
Les Lumumbistes qui ont survécu à l'assassinat de Lumumba le 17 janvier 1961 n'ont pas pu régner au Congo. C'est avec l'accord des élites dominantes anglo-saxonnes que Mobutu a pu réaliser son coup d'État en 65 et régner sur nous pendant plus de 30 ans. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quoi? Cette ONU est en train de protéger un pouvoir usurpateur qui a fraudé et triché aux élections de 2006, qui a fraudé et triché aux élections de 2011, et ce pouvoir va être sauvegardé parce que c'est un pouvoir usurpateur au service du néolibéralisme, du marché financier mondial. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, c'est à peu près la même chose que le coup que l'ONU nous a fait en 60-61 et puis en 65 avec Tshombe, Mobutu et après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Mais malheureusement, ce que nous avons comme élite politique aujourd'hui ne fait aucune référence à notre histoire et c'est une honte. Pour paraphraser France Fanon, c'est plus qu'une honte. Ces messieurs estiment qu'être en costume et cravate et applaudir celui qu'ils appellent le raïlis à l'Assemblée dite nationale leur donne la chance d'être protégés par ce qu'ils appellent la communauté internationale. Et là, j'ai beaucoup aimé la parenthèse que Guy Debouc a ouverte aujourd'hui sur cette question dans sa revue de presse congolaise. Il dit ceci: l'on peut se demander si bien avant est l'expression qui convient pour le 28 mars par rapport au 1er avril. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le M23 ne figure pas, du moins explicitement, sur la liste des forces négatives et que le texte est muet sur les responsabilités des pays voisins, objet pourtant de multiples et bruyantes dénonciations et polémiques. Cela ressemble à un jeu inspiré par la méthode Coué, auquel l'on joue volontiers dans les sphères dirigeantes congolaises. Rêver de voir la communauté internationale s'occuper de la défense de la RDC en lieu et place des dirigeants nationaux. Ceux-ci laisseraient volontiers le travail sale et dangereux à la MONUSCO, pourvu qu'elle respecte leurs privilèges, qu'ils rappellent volontiers sous le nom de souveraineté. Il est pourtant évident qu'un pays dont la paix et la sécurité dépendent des forces étrangères n'est pas réellement indépendant et souverain. Il est encore moins quand la légitimité de son régime repose sur des bases très contestables. Qui dirait mieux? Très bien. Denis Sassou Nguesso a organisé un sommet quadripartite à Oyo, son village natal. Y était présent Paul Kagame du Rwanda, Yoweri Museveni de l'Ouganda et bien évidemment Joseph Kabila. Monsieur Mbelou, les sommets se multiplient puisqu'ils s'en tiennent pratiquement toutes les 3 semaines. À quoi sert toute cette activité diplomatique puisqu'on ne perçoit pas un début de solution durable dans la crise qu'il y a à l'est du pays? Mais c'est vous qui appelez ça une activité diplomatique. Il n'y a rien de diplomatique dans tout ce qui s'est fait là. Vous savez, je ne sais pas. Oui, mais les chefs d'État et responsables diplomatiques se rencontrent régulièrement. Non, mais ces messieurs-là ne sont pas des chefs d'État. Ce sont des capitaines médaillés de l'ordre impérialiste et néocolonial. Monsieur Kagame a triché aux élections. Il a été élu avec plus de 90%. Le raïs adopté au Congo a triché. Et les fraudes ont sérieusement pesé sur son élection. Ne parlons pas de Museveni. Lui-même, Sassou Nguesso, il est issu d'un processus frauduleux, d'une guerre pour les matières premières. Il a dû dégommer les Souba qui étaient là
comme un malfrat. Mais ce sont des aventuriers, ce sont des assassins. Et ce que je ne comprends pas aujourd'hui dans la démarche de Denis Sassou Nguesso, c'est que ce monsieur-là aurait cherché depuis très longtemps à pouvoir s'approcher de Kabila et de Kagame. J'ai fait allusion il n'y a pas très longtemps au livre de Pierre Péan. C'est lui qui disait ceci à Pierre Péan: si vous êtes en dessous d'un arbre, je vais paraphraser, et que vous voyez un paralytique en train de s'amuser avec des feuilles vertes, dites-vous qu'il y a quelqu'un au-dessus de l'arbre qui les lui jette. Sinon, il s'amuserait avec des feuilles mortes. Et, ce disant, il affirmait que Kagame était un paralytique et qu'il dépendait de ses parents anglo-saxons. Et c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Pierre Péan. Et il ajoutait ceci: Kabila est un cheval de Troie de Kagame au Congo. Pendant la journée, les deux font semblant de ne jamais se parler, mais la nuit, ils se rencontrent. Or, en Afrique, c'est la nuit que les bonnes choses se racontent ou se disent. Vous savez, lire mieux le texte que je suis en train d'évoquer dans les confidences que Denis Sassou Nguesso a fait à Pierre Péan. Mais aujourd'hui, on voit ce monsieur travailler davantage avec le cheval de Troie qu'il décriait hier et le paralytique. C'est pour vous dire que ces gens-là nous tournent tout simplement en bourrique et ils savent que nous ne lisons pas. Ils savent que plusieurs d'entre nous sont ignorants. Ils ne lisent rien. Ils font de la politique spectacle. Là, c'est ainsi qu'ils peuvent aujourd'hui dire une chose, se confier et demain faire comme s'ils n'avaient pas livré ces confidences-là. Donc, il n'y a pas de diplomatie. Ces gens-là doivent leur vie à leurs parrains. Ce ne sont pas des chefs d'État élus en bonne et due forme. Et n'oubliez pas que Denis Sassou Nguesso a sur son dos tout le dossier des biens mal acquis, tout l'argent et tous les immeubles qu'il a achetés et gardés en France, et le dossier qui pourrait demain éclater au grand jour si jamais le Congo d'en face était dirigé par ses dignes fils et filles. Très bien, toute autre chose. Radio Okapi nous informe que 7 ministres et des députés nationaux venus de Kinshasa ont discuté le jeudi 28 mars à Lubumbashi avec les membres de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial du Katanga, de l'incursion des miliciens Mai Mai du groupe Bakata Katanga dans cette ville le samedi dernier. Monsieur Mbelou, est-ce que cette commission d'enquête fera toute la lumière sur cette affaire, lorsqu'on sait que la société civile du Katanga a levé un coin de voile et pointe certains responsables apparemment intouchables? Saura-t-on toute la vérité sur cette affaire? Pour mieux comprendre ce qui se passe au Katanga, il est important de remonter ce que le rapport des experts de l'ONU a qualifié en 2002, je pense, c'est le rapport Kassem, c'est que ce rapport a qualifié du réseau d'élite. Le Congo et certains pays voisins, dont l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, on peut même y ajouter aujourd'hui la Tanzanie et la Zambie, travaillent avec des réseaux d'élite composés des marionnettes intouchables, dont par exemple John Numbi. Vous avez vu ce qui s'est passé quand ce monsieur-là a été impliqué dans l'assassinat de monsieur Floribert Chebeya. On a organisé un procès, un semblant de procès à une cour qui ne pouvait pas l'entendre comme suspect dans cet assassinat-là. John Numbi fait partie de ces marionnettes intouchables, de ces pions qui font partie du réseau, de la chaîne reliée au réseau transnational de prédation, et c'est ainsi qu'il est protégé par le pouvoir usurpateur de Kinshasa, dont il est membre. Ça c'est d'un. De deux, il y a monsieur qui c'est le gouverneur de la banque,
Massango Moulongo qui est cité dedans. Mais quand vous lisez la lettre du président de Baloubakat à chose à qui c'est à monsieur Ngoy Mulunda, Massango est cité parmi les élites Balouba ayant contribué à la tricherie, à la fraude qui nous a donné, qui nous a redonné monsieur Joseph Kabila comme président de la République. Donc tous ces messieurs-là font partie d'un réseau des criminels et des malfaiteurs. Donc Massango est à la banque et il sort beaucoup d'argent pour ses basses besognes. Mais pas simplement pour le Congo. Hein? Par des bouches et des sources bien autorisées, il y a de l'argent qui sort de notre pays presque chaque jour pour des pays voisins. Et nous le savons. Donc, on ne peut pas... Donc, c'est le même réseau qui agit et qui se protège. Et il serait important d'approfondir ce qui s'est réellement passé avec ces maïmaï-là. Et ce sont des compatriotes instrumentalisés comme les jeunes de la Jufferie aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, et eux sont beaucoup plus virulents que les Maïmaï. Ils sont en train de se battre pour que le Katanga puisse effectivement être coupé du Congo. Mais encore une fois, c'est le même scénario que celui des années 60. Là, je vous renvoie à un livre que je trouve très important. C'est le livre de Jules Chomé, L'ascension de Mobutu, du sergent Joseph Désiré au général Séssé Seko. Ce sont des livres que nous devrions lire et relire. Et l'autre fois, je vous renvoyais à une revue à laquelle Jules Chomé a beaucoup travaillé, la revue Remarques congolaises et africaines. Hein, Monsieur Guy Debouc nous a fourni beaucoup de numéros de cette revue-là. Donc si nous voulons mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il est toujours important que nous puissions relire notre histoire. Mais où sont les archives historiques au Congo? Il n'y en a presque plus. Vous savez que quand l'AFDEL est arrivé chez nous, ses amis rwandais se sont rués sur nos archives et ont détruit beaucoup de nos archives. Moi, je me pose la question de savoir si on pourrait retrouver chez nous, par exemple, la revue Remarques congolaises africaines ou un livre comme celui de Jules Chomé, L'ascension de Mobutu. Nous avons un problème sérieux, mais un problème très sérieux de connaissance, de savoir, d'approfondissement de notre histoire pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez que quand j'ai écrit certains de mes articles, je mets en apostrophe la petite phrase extraite du livre de Daniel Mitterrand, le livre de ma mémoire. Daniel Mitterrand dit: un peuple sans mémoire ne peut pas être un peuple libre. Et l'un de nos défis est là. Hein? Beaucoup de ceux que nous considérons aujourd'hui comme acteurs politiques au Congo n'ont aucun sens de la mémoire. Le viol de l'imaginaire a pris des dimensions insoupçonnables chez eux. Ah, ils vous donnent l'impression de faire de la politique, mais ils opèrent à partir d'un vide de la pensée terrible et ça fait mal, ça fait très mal. Très bien. Pour finir, les dirigeants des pays émergents des BRICS se sont réunis mardi et mercredi à Durban en Afrique du Sud avec un programme sur le partenariat avec l'Afrique du Sud et la création d'une banque de développement commune qui leur permettrait de se passer de la Banque mondiale. Il semble aux dernières nouvelles que rien n'a été décidé pour la création de cette banque. Monsieur Mbelou, les BRICS peut-il constituer une alternative crédible à nos pays pour accéder au développement? Quand vous dites qu'il semble qu'aux dernières nouvelles, rien n'a été décidé pour la création de cette banque, moi, j'aurais pu vous poser la question de savoir d'où vous tenez cette information-là. Ce sont les agences de presse internationales. Ah oui. N'oubliez pas que les agences de presse internationales ont très peur des BRICS et elles sont en train
de manipuler l'information pour nous éviter de pouvoir nous orienter autrement que de rester ad vitam aeternam sous le joug des impérialistes et des néocolonialistes. Ce qui s'est passé dernièrement en Afrique du Sud me semble être une très très bonne nouvelle. Qu'il y ait d'autres forces qui soient en train de s'imposer sur l'échiquier mondial, les forces qu'on appelle les BRICS. Et que ces forces, moi j'ai entendu, j'ai lu sur Xinoanet, ce que le président chinois a dit. Il dit que l'amitié entre la Chine et l'Afrique va perdurer et qu'il tient au respect des pays africains et de leur souveraineté. C'est un discours qu'il partage avec M. Poutine. Mais vous savez, ce à quoi nous allons avoir affaire, c'est que on va nous rabâcher les oreilles en disant la Chine est en train de piller l'Afrique, la Chine est en train de prendre toutes les matières premières. Mais ceux qui tiennent ce discours-là sont ceux qui nous pillent depuis que nous existons. Et pourquoi est-ce que nous n'aurions pas l'attitude de pouvoir nouer des relations internationales avec les pays de notre choix? La Chine va venir chez nous comme elle y est déjà, mais elle ne vient pas nous imposer ses choix. Si elle tient, si nous savons la prendre au mot, nous lui dirons. Vous avez dit que vous respectez les pays souverains. Nous, au nom de notre souveraineté, voilà ce que nous avons comme orientation du point de vue du commerce de nos matières premières. Nous vous les vendons déjà transformés pour pouvoir gagner la valeur ajoutée, ou vous partez. Maintenant, si nous laissons la Chine prendre nos matières premières, c'est à nous en prendre à nous-mêmes. La Chine dit qu'elle va respecter les pays souverains. Nous pouvons la prendre au mot. Donc, je fais ce petit commentaire en disant, les BRICS sont une opportunité à saisir pourvu que nous retenions les principes sur lesquels le BRICS voudrait se fonder et que nous soyons capables de discuter avec le BRICS d'égal à égal à partir des principes qu'il émet. Mais j'ai l'impression qu'on est distrait. Nous restons esclaves des impérialistes et des néocolonialistes. À peine parlons-nous des BRICS. À peine parlons-nous des BRICS. Et ceux qui nous critiquent en disant la Chine va aller prendre toutes les matières premières oublient que la Chine est en train d'acheter l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Allez à la gare de Termini, vous allez vous rendre compte que vous avez des quartiers entiers achetés par la Chine. Ils font semblant de nous faire croire que la Chine n'est qu'en Afrique. Non, la Chine est partout au monde. Et si la Chine n'avait pas acheté la dette intérieure des États-Unis, ce pays-là n'existerait plus. On nous ment beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises que la Chine est en train de chercher à acheter, en France par exemple. Mais quand on n'a pas l'information, on ne sait pas se défendre. On va applaudir et dire « Ah, mais c'est vrai, ils vont venir, ils vont prendre même nos terres et nos sols. » Mais quand nous allons nouer des traités avec eux, partons des principes qui nous fassent respecter. Mais si nous n'avons jamais imaginé une orientation propre à nous, pour un Congo que nous voulons, pour nous, pour nos enfants et nos arrières, mais la Chine va nous imposer ses dictats comme la Russie peut le faire. Ne nous laissons pas beaucoup berner par ces chants de sirènes qui voudraient nous faire croire qu'aujourd'hui, et ces sirènes s'occupent beaucoup plus de nous qu'elles l'ont fait hier. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Nous avons beaucoup souffert sous le joug de l'impérialisme et du néocolonialisme. Il est temps que nous puissions faire d'autres expériences. Et il y a des pays africains qui sont en train de le comprendre petit à petit. Et que nous le voulions ou pas, l'avenir du monde, c'est en Afrique. C'est à nous, Africains, qu'il appartient de pouvoir nous imposer demain pour renverser les rapports de force à notre faveur. Et si nous ne le faisons pas, nous n'aurons plus qu'à nous en prendre à nous-mêmes.
Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.